Dans l'Himalaya, on l'appelle le Yéti. En Russie, l'Almasty. Dans l'ouest des États-Unis, le Sasquatch. Mais le Bigfoot existe-t-il vraiment? Cette fois, pas question de traquer la bête. Il est temps d'apporter des réponses. Ceux qui croient dur comme fer à l'existence de Bigfoot disent avoir des preuves. Le problème, c'est qu'aucune n'a jamais été vérifiée. Mais la science peut-elle vraiment départager la réalité et la fiction? Un grand professeur de génétique de l'université d'Oxford est bien décidé à le découvrir. Et je vais l'aider. Ce généticien s'appelle Brian Sykes et il est à l'origine d'un projet unique: analyser des poils de Bigfoot du monde entier. On va pouvoir identifier l'espèce correspondante à chaque échantillon. S'il y a quelque chose à trouver, on trouvera. J'ai suivi la piste du Yéti dans l'Himalaya et je tenterai bientôt d'élucider le mystère de l'Almasty en Russie. Mais pour l'instant, je pars sur le territoire du Sasquatch, aux États-Unis. Un Sasquatch était en train de me regarder. Il sortait tout droit de la légende. Je vais plonger dans l'univers trouble de ceux qu'on surnomme les Bigfootologues. Cet animal m'a ramené à mon peuple, là où est ma place. Et je vais rencontrer un tueur de Sasquatch. Vous avez tiré? Oui. Pourquoi? Il y avait un monstre dans les bois. La génétique va-t-elle permettre de découvrir la réalité? L'heure de vérité a sonné pour le Sasquatch. J'ai entendu. Vous avez entendu? Ils approchent. Ils viennent ici? Oui, c'est l'heure de manger. Aux États-Unis, le territoire du Sasquatch est la région du Nord-Ouest Pacifique. Elle s'étend sur environ 1000 km², de la Californie du Nord à l'Oregon et l'État de Washington. Certaines de ces forêts sont particulièrement isolées. Je comprends que ces forêts aient inspiré la légende d'une créature inconnue de la science. Beaucoup sont convaincus qu'elle existe et sont bien décidés à prouver qu'ils ont raison. De l'explorateur fasciné par un monstre cannibale amérindien en 1847, au journaliste à l'origine du mot Sasquatch en 1920, aux empreintes géantes découvertes en 1958, les témoignages ne manquent pas dans le Nord-Ouest Pacifique. L'animal mystérieux ressemble à un singe. Il est grand, entre 2 et 3 mètres, massif, entre 270 et 450 kg, velu, de couleur rouge, beige, marron ou noir. La science a longtemps méprisé ceux qui osaient accorder du crédit à la légende. Jusqu'à aujourd'hui. La légende du Yéti existe depuis des milliers d'années, mais pour la première fois, elle attire l'attention de scientifiques respectés. Le professeur Brian Sykes est un pionnier de la génétique. Il est le premier à avoir prélevé de l'ADN sur des ossements humains très anciens. Il est à l'origine d'un projet de recherche ambitieux en collaboration avec le musée de Lausanne. Jamais des analyses ADN aussi poussées n'ont été réalisées sur des soi-disant poils de Bigfoot. Sous l'enveloppe en kératine se cache toute l'histoire génétique de l'animal. Et Brian Sykes a trouvé le moyen d'en percer les secrets. Ce qui a considérablement ralenti l'identification des espèces jusqu'à maintenant, c'est la contamination des échantillons par l'homme. Et croyez-moi, c'est très dur de s'en débarrasser.
Le généticien a mis au point un processus de nettoyage qui élimine toute trace de contamination. Il va se servir de cette technique révolutionnaire pour s'attaquer au Sasquatch américain. Les Bigfootologues affirment qu'ils ont été rejetés par les milieux scientifiques. C'est une incompréhension totale de ce qu'est la science. Il n'est pas question d'accepter ou de rejeter, simplement d'examiner les preuves, et c'est ce que je fais. Brian Sykes a rigoureusement sélectionné 12 poils parmi les échantillons qui lui ont été envoyés des 4 coins des États-Unis. Tous proviennent de sources crédibles. Tandis qu'il commence ses analyses, je me rends à 8000 km de là, au cœur de la Californie. Je viens rencontrer les donneurs qui ont envoyé ces échantillons au professeur. J'aimerais comprendre leur motivation. L'un de ces échantillons est très controversé. Il vient de celui qu'on a surnommé le tueur de Sasquatch, Justin Smeja. Justin affirme avoir tiré sur 2 Sasquatch, un adulte et son petit, et tué le plus jeune. Ce jour-là, il ne s'est pas fait que des amis. Tout a commencé par une partie de chasse dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. C'était en octobre 2010. J'étais parti chasser l'ours avec un ami dans les montagnes de la Sierra. C'était un jour ordinaire. On avait repéré une zone où on voulait absolument aller, car on était sûr d'y tuer quelque chose. On a pénétré dans une clairière et c'est là qu'on a vu cet animal. Mon ami l'a repéré en même temps que moi. Il a freiné. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un ours. Puis j'ai vu qu'il se tenait sur 2 pattes. J'étais très nerveux car j'étais face à un monstre. Entre 2,30 m et 2,50 m, environ 270 kg. Finalement, j'ai décidé de le tuer. Je l'ai touché là, juste au-dessus des côtes. Il s'est écroulé tout de suite. Il a soulevé de la poussière quand il est tombé. Puis mon ami a dit, il y en a d'autres. Et là, j'ai vu 2 petits, 1 mètre, 15 à 20 kilos. On est resté là à les observer pendant 10 ou 15 minutes. J'ai touché le petit dans le cou. Quand je l'ai soulevé à bout de bras, il était encore vivant. J'avais du sang partout. Il avait une apparence très humaine. Les yeux avaient du blanc. Il ressemblait vraiment beaucoup à un homme. J'ai tué un Sasquatch. Je n'ai trouvé aucune explication logique à ce qui m'est arrivé, ni aucun moyen de prouver que je dis la vérité. J'attends beaucoup de ces analyses. Je donnerai tout ce que j'ai, jusqu'à ma maison, pour que Brian Sykes me dise « J'ai fait les tests et je vais montrer à tout le monde que vous dites la vérité. » Pour Justin, comme pour tous les Bigfootologues américains, les enjeux de ces analyses sont considérables. Il y a presque autant de théories sur l'existence du Sasquatch qu'il y a de témoignages. Pour les convaincus, il s'agit d'une espèce de grand singe encore inconnu ou d'un homme préhistorique comme l'homme de Néandertal. Pour les sceptiques, il y a confusion avec un autre animal, comme un ours, ou c'est tout simplement un canular.
Ce qui est sûr, c'est que Justin affirme avoir tué un mystérieux animal. Toute la question est de savoir qu'est-ce que c'était. Je retrouve Justin dans les montagnes reculées du comté de Plumas. Son histoire divise les chasseurs de Bigfoot. Pour les uns, c'est un héros, pour les autres, un assassin. Certains le traitent même de menteur. Je ne me suis pas encore fait une opinion, mais ce retour sur le lieu du crime me donne froid dans le dos. Je me tenais juste là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il nous a vus, il a levé les bras. Au départ, il était à quatre pattes? Non, Il était déjà debout. il était debout comme moi. Comme ça. Et il a levé les bras en l'air. Vous avez tiré? Oui. Pourquoi? Il y avait un monstre dans les bois. Non? Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre votre réaction. C'était un animal que vous n'aviez jamais vu. Vous venez ici tous les week-ends depuis que vous êtes petit et vous n'en aviez jamais vu. À votre place, mon premier réflexe aurait été de le prendre en photo. Avec le recul, bien sûr, je n'aurais jamais tiré. J'aurais sorti mon appareil, j'aurais bien cadré ma photo et j'aurais fait un cliché très net. Je suis peut-être barbare, mais dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais le tuer. En tant que vétérinaire, j'adore les bêtes. Et je trouve cette soif de sang un peu dure à avaler. L'adulte a été blessé, mais a réussi à s'enfuir. Le petit s'est écroulé sous les balles de Justin. Et il a agonisé sous ses yeux. C'est ici que ça s'est passé. Il était en train de s'étouffer. Il crachait du sang et s'étouffait. Vous avez ressenti quoi? C'est assez traumatisant. À ce moment-là, je savais déjà que j'avais fait une erreur. Vous savez, parfois, on décide de faire quelque chose, et à l'instant même où on le fait, on a le cœur qui s'arrête et on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Je suis resté à le regarder et soudain, il a ouvert les yeux. Ils étaient blancs comme les nôtres. Je ne savais pas si c'était normal. Alors, vous le teniez comme ça? Oui. Par la poitrine? Oui. Sa tête était à ça de vous? Oui. Et soudain, il a ouvert les yeux. Vous tenez cette créature dans vos bras pendant qu'elle est à l'agonie. Essayez de vous souvenir de son visage et surtout de ses yeux. Étaient-ils rapprochés? Robin Bursell est une ancienne portraitiste du FBI. Elle va dessiner un portrait robot à partir de la description de Justin. C'est à peu près ça. Quand on a une vue d'ensemble. Au bout de 2 heures de travail intensif, le portrait est prêt. Oui. C'est ça. Vous teniez cet animal par les flancs, de face, à bout de bras. Oui. Il était à cette distance. Oui. Juste sous votre nez. C'est à ça qu'il ressemblait? Si je fais ça, dites-moi. C'est à ça qu'il ressemblait? Oui. Après avoir tué le Sasquatch, Justin n'a pas voulu emporter son trophée de peur de se faire arrêter par les gardiens du parc. Il l'a donc enterré avec l'intention de revenir le chercher. Mais la neige et les prédateurs ont eu raison du cadavre. Et quand Justin est revenu 3 semaines plus tard, il ne restait plus qu'un peu de fourrure et de chair. Quand il a rencontré Brian Sykes en Californie, il lui a remis quelques poils et une botte soi-disant couverte de sang.
Le généticien est en train d'analyser ses poils. Justin aura bientôt la réponse à ses questions. Ce sera pour lui presque une délivrance, car cette sombre histoire a fini par lui pourrir la vie. Quel est mon sentiment sur Justin? Il y a deux possibilités et aucune ne me convient. La première est que cette histoire est fabriquée de toutes pièces. C'est un mensonge. Mais si c'est le cas, pourquoi prendrait-il le risque de se faire totalement discréditer en donnant des échantillons à Brian? La seconde possibilité est qu'il dit la vérité. Mais dans ce cas, c'est horrible. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Je suis très curieux de savoir ce que vont donner les analyses de Brian. J'ai rendez-vous avec un autre donneur d'échantillons. Et maintenant que j'ai rencontré Justin, je m'attends à un sacré personnage. À l'époque des pionniers, le comté de Placer était réputé pour son or. Dan Shirley et son ami Garland Fields disent avoir découvert dans ces forêts un trésor d'un tout autre genre. Tout un clan de Sasquatch. Ils sauraient même communiquer avec eux. Frapper sur un tronc d'arbre est le meilleur moyen de communiquer avec les Sasquatch. Je sais que beaucoup de chercheurs continuent de se promener en pleine nuit en poussant des cris. Je n'ai jamais eu de réponse à ça. Mais en frappant sur un arbre, à chaque fois. À chaque fois. Les deux hommes sont persuadés que les poils blonds frisés envoyés à Brian Sykes n'appartiennent ni à un ours noir, ni à un chat sauvage, deux grands mammifères qui vivent dans ces forêts. Qu'est-ce que vous avez là? Du répulsif à ours. Il y a des ours par ici? Oui, des ours et aussi des félins. Un mâle et une femelle. Gros? Très gros. On y est. Si ça vous dérange pas, on a un petit rituel quand on vient ici. On se serre la main pour se souhaiter bonne chance. On ne sait jamais si on va en sortir vivant. Je dois le faire aussi? Dieu vous bénisse. Soyez prudents. Soyez prudents. Vous aussi? Vous êtes prêts? On y va. Vous venez toujours ici à deux? Oui, c'est obligatoire. Oh oui. On travaille en équipe. C'est un point de rendez-vous. De rendez-vous? Oui, ils se servent de cette pierre pour communiquer. Voilà comment ils font. Un Sasquatch a posé cette pierre ici? Oui. C'est pas un randonneur? Non. Non. Vous les flairez? Oui, j'essaie de les sentir. C'est comme à la guitare. Il faut trouver le bon accord. Il m'a fallu 3 ans pour maîtriser la technique. Et de 1, je vais en faire un autre. Vous voyez la différence? Vous avez entendu? Oui. Boum, boum. J'ai entendu. Vous avez entendu? Un coup. Nous avons tous perçu très distinctement un bruit sourd et lointain. Sur cet enregistrement, le son est augmenté. Mais c'est la preuve que tout cela n'est pas le fruit de mon imagination. C'est ce bruit-là, comme un coup étouffé. Là,
C'est eux. Quoi? Ils frappent sur un grand arbre. C'est eux. Vous avez entendu? Continuez, faites la conversation. C'est peut-être quelqu'un qui bricole dans son jardin. Non, la première maison est à 7 ou 8 kilomètres. C'est un bruit bizarre. Oui, il n'est pas normal. C'est pas un bruit habituel. Je ne l'ai pas entendu en venant ici, et pourtant j'écoutais. Vos poils se hérissent? Un peu. Un peu, j'avoue. Mes poils se hérissent dans la nuque, un peu. Ça recommence. C'était plus fort. Ils approchent. Ils viennent ici? Ils ont faim. Oui, ils approchent. C'est l'heure de manger. Je vous trouve bien calme. J'adore cet endroit. C'est en ville que je suis nerveux. Les gens sont fous. Le premier échantillon de Dan et Garland a été prélevé sur cet arbre qui leur sert d'appât. D'après eux, les Bigfoot adorent les pommes. Le second vient d'une clôture à proximité. L'échantillon de l'arbre ne peut venir que de l'animal qui mange ces pommes. Et on le connaît. Vous êtes sûr et certain que les poils analysés par Brian vont prouver que vous avez mis le doigt sur quelque chose? J'en suis sûr. Je n'ai pas de doute. Aucun doute. C'était un peu angoissant d'entendre ce boom quand Dan a frappé sur l'arbre. Mais il peut y avoir plein d'explications. Un chantier de construction, une carrière, ça peut être plein de choses. Mais non, pour eux, ça ne fait aucun doute. C'est un Sasquatch. J'ai surtout l'impression que Dan et Garland ont envie d'y croire. On est plus proche de la religion que de la science. Pour mieux comprendre le contexte, je me rends là où cette foi est née il y a plus de 50 ans. À Willow Creek, dans le nord de la Californie. Vous ne rêvez pas, cette cage est bien un piège à Bigfoot. En 1958, un certain Jerry Crew découvre d'énormes empreintes non loin d'ici, sur un chemin forestier reculé. Une légende est née. C'est donc par vous, Jerry Crew, que tout a commencé. Un simple conducteur de bulldozer tombe sur des empreintes d'apparence humaine. Et voilà le moulage fait en 1958. Le journal local a eu un coup de génie ce jour-là. Toute la rédaction a dû se gratter la tête et débattre pendant des heures pour trouver cette idée. Mais comment allons-nous appeler une créature qui a de si grands pieds? Je sais, Bigfoot. Grosse bête ou gros mensonge? On dirait un singe. De longs bras? On dirait un homme, mais plus grand. L'opinion publique s'enflamme et la légende devient nationale. Toutes les nuits, des hommes armés partent à la chasse au Bigfoot. Les témoignages ne cessent d'affluer. Un millier de dollars pour celui qui trouve l'explication. Certains disent avoir vu la créature. C'est devenu démentiel, complètement démentiel. D'autres avoir découvert ses empreintes. On dirait que ces moulages ont été faits par des enfants de maternelle. Puis, en 2002, tout bascule avec la mort de l'employeur de Jerry Crew, Ray Wallace. Sa famille a soudain révélé au monde entier qu'il s'agissait d'un canular.
Ray avait fabriqué 2 énormes pieds en bois et fait ses empreintes. À nouveau, plus d'un a dû se gratter la tête. Mais les convaincus ne se laissent pas démonter. Ils affirment que ces faux pieds ne correspondent pas aux empreintes. Et que le canular de Ray Wallace est en fait lui-même une farce. En réalité, personne n'a jamais pu fournir une preuve tangible de l'existence des Sasquatch aux États-Unis. C'est là toute la différence avec ce que fait Brian. Grâce à ses analyses ADN, il va obtenir des faits. Il n'y aura pas de débat possible. Ce sera factuel. Voilà pourquoi son travail est tellement important. Pendant ce temps, dans son laboratoire d'Oxford, Brian Sykes introduit les échantillons dans une machine ultra sophistiquée. Elle va les analyser et produire des séquences ADN. Cette machine révolutionnaire permet d'effectuer en quelques heures ce qui prenait auparavant plusieurs jours. Chaque séquence va ensuite être recherchée dans la GenBank, la base de données ADN de tous les organismes vivants. Si l'ordinateur trouve une correspondance, le poil appartient à une espèce connue. Dans le cas contraire, une nouvelle espèce vient d'être découverte. L'avantage de ce projet, c'est qu'on n'a pas besoin que tous les échantillons correspondent à une nouvelle espèce. Il suffit d'un seul. Aujourd'hui, j'entame la dernière étape de mon voyage aux États-Unis. Et cette fois, je prends mon moyen de transport favori. C'est ce que je préfère dans ce travail. Je prends l'avion tout le temps. J'ai mon brevet depuis 10 ans, mais je n'ai pas piloté depuis environ 5 ans. Ça va être génial. Le vent est à 20 nœuds, George? C'est ça, à peu près. 20 nœuds et des paysages grandioses à survoler. Absolument. Faites rugir le moteur. Allons-y. C'est parti. Direction 800 km au nord, vers l'une des régions les plus isolées du nord-ouest Pacifique. La péninsule olympique dans l'État de Washington. Ici, les paysages sont spectaculaires. Les sommets sont couverts de neige, même en plein été. Et en contrebas, ces forêts pluviales tempérées sont réputées pour être un véritable nid à Bigfoot. La péninsule olympique fait la taille du pays de Galles, avec beaucoup moins d'habitants. 20 000 km² de montagnes, de forêts et de lacs. Là-bas, à l'extrémité du lac Crescent, se trouve le QG du projet olympique. À sa tête, un fervent bigfootologue qui traque la bête depuis presque 30 ans. Cet homme s'appelle Derek Randles. Pour le 3e donneur du projet de Brian Sykes, tout a commencé un beau jour de printemps 1985. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé le cours de ma vie. Je faisais une randonnée avec 2 amis dans le parc national olympique. Comme on était parti tard, on avait parcouru seulement 10 km sur le sentier. La lumière commençait déjà à décliner. Alors on s'est installé dans une clairière à environ 40 mètres de l'orée du bois. On a entendu un gros bruit.
Ça nous a surpris, car on était au milieu de nulle part. Tout à coup, une pierre a surgi du bois. Elle ne pouvait pas tomber d'une falaise, parce qu'il n'y en avait pas. Elle avait été lancée. La pierre a touché le sol. On s'est regardé, interloqué. Une autre a suivi, juste à côté de nous. Puis une autre. Là, on a pris peur. On a pris nos affaires et dévalé la pente. Soudain, je me suis rappelé que j'avais un 357 dans mon sac. C'est là que je l'ai vu. Un Sasquatch était en train de me regarder. Il sortait tout droit de la légende. C'était effrayant. Il devait faire environ 2,50 m et peser entre 350 et 450 kg. J'ai souvent vu des ours, et ce n'était pas un ours. Il avait l'apparence d'un homme, mais très musclé, très grand et incroyablement massif. Très costaud. Je n'ai pas pu me tromper. Impossible. J'étais paniqué. Et j'ai couru comme un dératé jusqu'au sentier. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu, et j'en ai vu plus d'un. Ils existent. Je rencontre Derek à l'occasion de l'un des nombreux séminaires qu'il organise sur le terrain. Aujourd'hui, c'est atelier moulage, avec un expert en la matière, David Ellis. On va chercher des détails sur l'empreinte. Derek est persuadé qu'il y a plus de Sasquatch ici que n'importe où dans le monde et que nous sommes sur un trajet qu'ils empruntent régulièrement. On est en territoire Sasquatch. En plein dedans. C'est pour ça que vous venez ici? Oui. Ouais. Si on reste assez longtemps, on va en voir un. Non. Je suis dans la forêt 5 jours sur 7. Et depuis très longtemps, près de 30 ans. Je n'en ai vu que 2. Rapportez ça aux gens qui viennent ici 1 ou 2 fois par an, ils gagneront au loto avant de voir un Sasquatch. C'est quasi impossible. Tout d'abord, à mon avis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, parce qu'ils sont malins. Et enfin, parce qu'ils ont les sens extrêmement développés. Puisque vous les avez localisés, que vous êtes certain d'être sur leur trajectoire, pourquoi ne pas passer toute la zone open fin? Mettre des caméras infrarouges partout, des détecteurs de mouvement, tout l'attirail. Problème de budget. Vraiment. Oui. Disons qu'on installe 56 caméras à $600 pièce. C'est super en théorie. Mais tant qu'un riche mécène ne nous donne pas 1 million pour ratisser toute la zone, ce n'est pas faisable. Et ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, malgré les difficultés pour repérer la bête, Derek a trouvé des poils à envoyer à Brian Sykes. Et il ne doute pas un instant de leur origine. Ce ne sont pas des poils d'ours. Ils étaient très hauts dans un mûrier au croisement avec un sentier. Donc il y a une très forte probabilité pour que ce soit des poils de Bigfoot. Vous avez bon espoir? Absolument. Je suis sûr que Brian Sykes va trouver quelque chose. C'est pas mal. Ces 2 orteils sont un peu bizarres. Moi, j'irai voir le médecin. Je suis vétérinaire. Derek est motivé par la nécessité de comprendre l'animal puissant qu'il a rencontré il y a des années. Mais dans la réserve Lumi, à 80 km de là, la puissance du Bigfoot est surtout spirituelle. C'est une créature profondément ancrée dans le folklore. Marcel Kegi est un Amérindien de la tribu Lumi.
C'est aussi l'un des donneurs du projet. Quand il a entendu un animal hurler près de sa maison en 2012, il a tout de suite su que c'était un Sasquatch. Il l'a entendu plusieurs fois depuis. Pour lui, ces expériences ont une grande portée symbolique et une influence considérable sur sa vie. Ça a changé ma vie, radicalement. Quand cet animal est venu chez moi et a crié, il a ébranlé mes croyances. J'ai compris qui j'étais. Un peu comme un message du Créateur. L'argent, ce n'est pas pour toi, ça, c'est pour toi. J'avais perdu ma mère juste avant l'apparition de cet animal. C'était comme un message. Ne choisis pas cette voie, mon fils. Reste fidèle à toi-même. Je rejetais mes origines, mes enseignements. Et je devenais comme tous les autres là-bas. Ces Américains obsédés par l'argent. Cet animal m'a ramené à mon peuple, là où est ma place. Marcel a donné à Brian Sykes des poils trouvés dans son jardin. Il est convaincu qu'ils appartiennent au Bigfoot qu'il a entendu. Les analyses de tous les échantillons sont maintenant terminées. Et Brian Sykes est en route. C'est l'heure du verdict. Alors que nous roulons vers la Californie du Nord où nous attendent Dan et Garland, je lui raconte mon étrange expérience dans la forêt. Vous avez entendu? Oui. Brian Sykes a son idée sur la question. Imaginez ce qui se passe quand deux groupes de bigfootologues explorent le même coin de la forêt à quelques mètres de distance. Si l'un commence à frapper et que l'autre répond, ça peut durer des heures. Ils communiquent entre eux? Sans le savoir. Très drôle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Garland, bonjour. Vous allez bien, professeur? Bonjour. Ravi de vous revoir. Quand j'ai vu l'échantillon que vous m'aviez donné, j'ai tout de suite été intrigué, car il était de couleur claire et il n'était pas raide. Donc il ne ressemblait pas à un poil d'ours, par exemple, généralement plus foncé. Je l'ai envoyé au labo et j'ai eu les résultats assez vite. Il s'agit d'un ours noir. Mais je comprends que vous ayez pu croire à autre chose, comme moi à première vue. C'est pourtant ça. La robe de l'ours noir est très nuancée. Du noir au rouge, au marron, jusqu'au beige et même au blond, comme l'échantillon de Dan. Vous avez l'air déçu. Moi? Non. Franchement? Ça va, vraiment. Vous êtes sûr? Certain. Tout va bien, ça va. Vous ne devez pas renoncer. Retournez là-bas et rapportez-moi un vrai poil. Il faut que j'arrive à le prouver. Il doit y avoir un moyen de le prouver. Je ne laisserai pas tomber. Je ne suis pas déçu. Je le traquerai jusqu'à sa tanière s'il le faut. J'irai jusqu'au bout. J'adorerais passer plus de temps avec eux pour tenter de comprendre ce qui les motive tous les deux. Et surtout Dan, qui a vécu des expériences marquantes au Vietnam. On se demande s'il ne se raccroche pas à quelque chose qui l'aide dans sa vie. Dan ne s'est pas laissé abattre. Mais Justin Smeya est le prochain sur la liste. Les nouvelles ne sont pas bonnes, et je redoute sa réaction. C'était aussi un ours noir, même si ça n'en avait pas l'air. Vraiment?
Mais le sang sur la botte? Je l'ai fait analyser dans l'Oregon. Et vous savez quoi? On n'a pas trouvé de sang sur la botte. Il va être effondré. De tous les chasseurs de Bigfoot que j'ai rencontrés, Justin a été le plus marqué par son expérience. Elle a fait de lui une petite célébrité. Sa vie est sur le point de basculer à nouveau. J'ai trouvé votre échantillon très intéressant. J'ai effectué les analyses ADN et il s'avère qu'il s'agissait d'un ours. J'ai obtenu une correspondance parfaite avec un ours noir. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est décevant, c'est nul. J'ai conscience que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. La génétique est sans pitié. Mais le pire est à venir. Il faut encore lui annoncer qu'il n'y avait pas de sang sur sa botte. Je n'ai pas pu identifier de sang, ou quoi que ce soit qui s'en rapproche. Ce sont deux nouvelles très dures à encaisser. Ça se voit sur votre visage. C'est n'importe quoi. Je veux bien accepter la réalité, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Dites-nous franchement, c'est un canular. C'est ridicule. Quel bénéfice j'en tirerais? Une poignée de dollars pour passer à la télé? Non. Même si financièrement, c'est pas la panacée. Je ne roule pas sur l'or parce que je passe ma vie dans les bois à chercher le Bigfoot. Si c'est un canular, non. J'aimerais savoir ce que vous allez faire maintenant. Je vais sûrement pleurer sur mon lit quelques jours. Ce n'est pas la peine de faire ça. C'est dur. C'est toute ma vie. Que d'émotions ce soir. J'ai l'impression d'avoir laissé un homme brisé. Son expérience a totalement pris le pas sur sa vie. Les résultats de Brian l'ont achevé, le pauvre. J'ai sincèrement la sensation qu'il aimerait faire machine arrière, tout effacer et retrouver une vie normale. Restent les autres échantillons analysés par Brian Sykes. Sur les 7 prélevés dans l'État de Washington, 2 appartenaient à des vaches, 1 à un ours noir et 1 à un cerf de Virginie. Les poils donnés par Derek Randall étaient d'origine canine, un loup ou un chien, comme ceux du jardin de Marcel Keggy. Et ailleurs aux États-Unis, il y avait un cheval au Texas, un raton laveur dans l'Arizona et le clou du spectacle dans le Michigan, un porc-épic. Si je suis déçu de ne pas avoir trouvé le Bigfoot, ça m'aurait plu, c'est vrai. Mais mes ambitions sont entièrement comblées, puisque nous avons identifié et examiné les meilleures preuves disponibles grâce à une approche scientifique et méthodique qui a porté ses fruits. Donc je suis très satisfait. Si on laisse la science de côté, les gens que nous avons rencontrés sont vraiment fascinants. Je n'ai jamais vu de personnes comme eux. Ce besoin de croire en une sorte de croque-mitaine, d'homme des bois, est presque plus intriguant que les résultats. C'est assez compréhensible quand on pense que l'homme a évolué dans des conditions hostiles, où la forêt était un endroit très dangereux, truffé de prédateurs. C'est de là que sont nées ces créatures inconnues, hostiles,
qui peuplent nos forêts et notre esprit. Cette aventure s'intéresse finalement moins aux Sasquatch qu'à ses passionnés et à leur volonté d'y croire. Tous sont motivés par des raisons différentes, personnelles, spirituelles, financières même. Mais il y a autre chose de très positif. En éclairant de ses lumières l'univers trouble du Bigfoot, Brian a donné à ses hommes une nouvelle direction, une nouvelle piste. Et il a réussi à transformer une quête controversée et un peu folle en expérience scientifique. C'est une réussite majeure et un très grand pas en avant. Ma prochaine destination sera la Russie. Je rencontrerai le poids lourd des chasseurs du Bigfoot local, l'Almasty. J'enquêterai sur le mystère de la femme sauvage du Caucase et j'apprendrai à parler l'Almasty en russe.